à se dire, attention, j'ai des dettes, donc il faut que je fasse des revenus, donc il faut que je puisse mettre un peu d'argent de côté et me constituer une trésorerie pour pouvoir rembourser ces dettes plus tard. Finalement, en lui facilitant la tâche, est-ce que vraiment on l'éduque? Oui, vous voyez, donc c'est ça qui est difficile. On l'abonne. Mais c'est-à-dire qu'en fait, surtout quand c'est un public qui a l'habitude d'aller chercher de la subvention. La subvention, par définition, ne la rembourse pas. C'est pas un prêt, c'est un don. Donc quand on a quelqu'un en face qui a l'habitude d'avoir recours à la subvention tout le temps, si on lui dit ok, on vous passe ça, mais vous nous devez que dans 5 ans, vous inquiétez pas, il oublie entre temps. Vous voyez, il risque d'oublier. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est difficile aussi pour certains chercheurs de se mettre dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est aussi de les aider. C'est pour ça qu'avant de créer la boîte, moi, ce que je mets en place, c'est des petits modules de formation sur l'aspect comptable, l'aspect juridique de la gestion d'entreprise, pour qu'ils se rendent compte que là, ils sont en train d'appréhender un nouveau métier où ils n'auront plus recours à la subvention. C'est fini, tout l'argent qu'ils leur est donné, ils devront le rembourser, et souvent avec des intérêts, donc ils devront le rembourser plus cher. Donc il faudra vraiment qu'ils se mettent dans une logique où ils créent de la richesse pour pouvoir rembourser leurs dettes. Vous voyez, donc la bascule, elle n'est pas évidente. Ensuite, le fait d'avoir cette immobilisation de créance, mais surtout cette position dans le capital, finalement, ça va créer un label de confiance vis-à-vis des prochains investisseurs. Ils vont se dire, ok, il y a déjà des gens qui ont investi dans la société, il y a déjà des gens qui sont mis au capital de la société, ça veut dire que s'il y en a qui y croient, peut-être qu'il y a quelque chose à croire. Ok. Donc là, en fait, finalement, notre position au départ de prise de risque va permettre à la start-up de gagner en crédibilité vis-à-vis des autres investisseurs. Et forcément, ça va augmenter les chances de faire une seconde levée de fonds. Puisqu'on apporte de la crédibilité à la société, puisqu'on montre aux autres investisseurs qu'il y a déjà des investisseurs qui sont rentrés. Ok? Non mais pardon, dans la salle, il faut vraiment être soit juriste, soit quelque chose. Il faudrait que la personne soit, comment dire, plus connaître. Parce que. Le porteur de l'entreprise? Les membres de la SAT. Ah, de la SAT? Oui, parce que je vois qu'il y a des actions, des investissements, ils traitent avec les privés, il y a de l'argent qui va et vient. Oui, et de l'argent public. Ça, c'est une très grosse... Le fait de céder ces 5% d'actions, il y a des trucs qui... C'est-à-dire on peut avantager par exemple des gens qu'on connaisse, on leur donne de l'argent et ainsi de suite, alors qu'ils ne sont pas vraiment porteurs d'idées innovantes. Alors attention. Oui et non, parce qu'on a des garde-fous, parce qu'on a des comités. Mais je considère qu'il y a du contrôle financier. On a le comité d'investissement, qui sont des membres extérieurs à la SAT, qui eux valident l'investissement ou pas. C'est pas nous qui le validons tout seuls, ce sont des gens extérieurs. Et on a un conseil d'administration qui nous dit aussi, oui, vous avez le droit d'investir ou pas. Donc on a des garde-fous. On a des tutelles aussi, on a des contrôles. Systématiquement, l'État qui... Les contrôles financiers vient nous contrôler. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui connaissent les lois, il faut des gens qui connaissent le marketing, il faut des gens... En interne, bien sûr. Bien sûr, toute l'équipe de la SAT, des financiers, c'est des gens qui sont... des juristes. Oui, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des gens qui ont du métier, quoi. Et en 3 ans... C'est gentil pour moi, madame. En 3 ans, on a été contrôlé 7 fois. En 3 ans, on a été contrôlé 7 fois. 7 fois. On a eu 7 formes de contrôle. Vous voyez? La Cour des comptes, l'Agence nationale de la recherche, on a eu des sénateurs qui sont venus nous faire des audits. On a été contrôlé 7 fois. Moi, à la limite, je peux vous dire un truc, ça me rassure. Parce que, alors que je travaille avec de l'argent public, mais ça me rassure parce que je me dis que finalement mes impôts, parce que cet argent c'est nos impôts, hein, il est utilisé et en tout cas on contrôle son utilisation. Parce que sinon on pourrait faire ce qu'on veut. Contrôle vous-même. Sinon on pourrait faire ce qu'on veut. Mais moi je me dis qu'au moins chaque crayon que j'utilise tous les jours, voilà, c'est moi et mon voisin qui le payons. Donc je suis rassurée. En moyenne de 2 fois par an. J'aurais été inquiète s'il n'y en avait pas. Parce que je me dirais que si ça marche partout, si l'utilisation de l'argent public n'est jamais contrôlée dans tous les ministères et à tous les niveaux, je m'inquièterais un peu plus. J'aimerais faire à la limite. Tant pis, je travaille plus. Et surtout les commissariats au corps. Parce qu'il y
a un comité remonté également qui demande de financer l'administration qui dirige. Et qui engage sa responsabilité dans son utilisation de l'argent. D'accord. Ça me rassure. Oui, mais oui. Et Mais il y a un aspect, et ça c'est l'aspect gestion, loi, etc. Mais il y a aussi une équipe conseil pour les chercheurs, etc. Ou il n'y a pas? alors, Ou par exemple, même les entreprises qui vont dans le. qui savent pas trop. Les startups, je veux dire. Qui ne savent pas trop s'y prendre parce qu'il n'y a pas une aide conseil, etc. alors oui, normalement, c'est le rôle de l'incubateur. Et ça, c'est le problème qu'il peut y avoir parce qu'en France, il y a beaucoup de structures qui se chevauchent. Et donc, nous, la SAS, on ne peut pas marcher sur les plates-bandes des incubateurs, qui eux-mêmes ont des financements publics. Il y a certaines SAT qui ont intégré les incubateurs. Donc, pour elles, c'est beaucoup plus simple, parce qu'elles peuvent gérer de A à Z jusqu'à après la création de l'entreprise, elles peuvent orienter. Nous, ce n'est pas notre cas. On n'a pas intégré les incubateurs. Et en plus, les incubateurs revendiquent à chaque fois qu'ils ont leur précaré, qu'ils doivent, c'est leur rôle d'accompagner sur l'orientation stratégique de la société, de les aider à réorienter leur marché si elles s'y sont mal prises. Ils revendiquent que c'est leur rôle. Dans les faits, c'est pas tout le temps appliqué. Et souvent, les startups nous appellent à nous parce qu'on est à l'origine, donc on a établi une relation de confiance depuis le début, ils nous appellent à nous pour les aider. Donc on le fait, mais de manière un peu officielle. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a constitué une équipe au sein de la SAT qui va s'occuper de l'accompagnement des startups. L'équipe, c'est moi. Je suis la seule à m'en occuper. Et je le fais de manière un peu bénévole, si on peut dire, parce que c'est pas officiel et parce que je n'ai pas le droit vis-à-vis de l'incubateur de le faire parce que je veux garder de bonnes relations avec mon écosystème, etc. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, ce serait la solution. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire, de monter une offre en commun avec les incubateurs pour pouvoir aider les startups dans leur développement. Parce qu'on a tous intérêt à y gagner. Parce que moi, certes, je gagne financièrement, mais on a l'écosystème de la région à y gagner en termes de notoriété. Parce que si une startup qui sort de la recherche publique est un vrai succès et connue à l'échelle nationale, voire mondiale, ça veut dire que la région en elle-même, l'écosystème de la région fonctionne bien ensemble et on assure un continuum d'investissement pour que les startups deviennent un succès. Donc on a tous à y gagner. Donc c'est pour ça que j'aimerais effectivement, c'est ce que j'essaie de proposer depuis quelques temps, une offre en commun avec les incubateurs pour pouvoir. Donc il faut qu'on réussisse à travailler encore plus main dans la main, que les événements, comme on vous a montré hier, qu'on puisse les monter ensemble, pour que on fait pitcher les chercheurs, mais qu'on puisse faire pitcher aussi des startups face à des investisseurs. Et si on le co-organise ensemble, de toute façon déjà on est plus de cerveau, donc ce sera mieux. Et en plus, ça nous permettra de réunir et de mutualiser les forces pour pouvoir encore plus transformer les essais en succès. Parce qu'à cette étape-là, la start-up elle est plus proche de vous que de l'incubateur. À cette étape-là, oui, complètement. Donc elle aura plus besoin de vous. Oui. Elle ira plus facilement vers vous que de Oui, après elle est censée être vraiment accompagnée par l'incubateur, mais comme je vous dis, on a nous instauré une relation de confiance depuis très longtemps parce que le chercheur n'était même pas dans une logique de création d'entreprise. Mais ça, c'est toujours des questions de personnes. Hein, parce bien sûr que les personnes ne s'entendent pas, oui, chacun bien sûr, son bien côté. sûr. Mais si c'est institutionnalisé, que c'est clair qu'on peut faire ça, je pense que ça irait plus. Ah oui, complètement. Mais c'est ce qu'on essaie de faire au travers de nos actions depuis 3 ans, depuis que nous on a. C'est pas depuis 3 ans, depuis 2 ans maintenant. On a réorganisé la salle. C'est pour ça que nos équipes, Stéphane et moi, on essaye vraiment de mettre en place ce qu'on appelle le maillage avec l'écosystème et d'essayer tout le temps de trouver des pistes de travail en commun, des pistes d'amélioration pour que, en fait, on ne forme qu'un. Et c'est pour ça que la cité de l'innovation est en partie une réponse à ces problématiques-là. Parce que si au sein même d'un lieu, on est tous réunis, ça facilitera les choses et le travail en commun. Il y a un autre volet, si vous permettez. La SAT, on a l'impression que c'est une banque d'investissement. Seulement la SAT, elle ne risque pas de dévorer l'inventeur et le détenteur du brevet. Parce que la SAT, elle aide à créer la start-up. La banque, non. Peut-être qu'elle va aider à créer la start-up, mais elle risque de dévorer la start-up.
Par contre, la SAT, non. Vers la fin, elle doit se débarrasser des actions et du capital. Elle se retire après. Même si la start-up elle devient une licorne ou quelque chose comme ça. Parce que la banque, elle peut faire le travail de la SAT. Oui, mais la banque n'est pas actionnaire de la start-up. Elle est que financeur. Elle est que financeur. Nous, on est actionnaire, donc on devient associé. Oui. Si on devient associé, On s'investit plus. eh oui, on va faire en sorte qu'elle survive. On va pas la bouffer parce que si on se bouffe à nous-mêmes. Si vous voulez, la remarque que vous faites, elle est juste. Elle est juste, mais elle donne une vision assez négative de la SAT. On a eu au démarrage, en 2012, le sentiment que certains actionnaires utilisaient nos financements comme si nous étions une banque. Et nous sommes plus que... Même pas une banque, hein. On s'en était un institut de subvention. Voilà. Mais on est plus Et que ne ça. remboursez pas. On accompagne, on conseille, on oriente, non pas la recherche scientifique, mais on oriente vers la bonne stratégie de valorisation. Donc dire que nous sommes une banque, c'est une vision limitée et qui n'est plus d'actualité en 2018. C'était peut-être le cas en 2012-2013 quand nous essayons de tâtonner un peu sur nos modes de fonctionnement. Mais la plus-value que nous apportons à l'ensemble de l'écosystème est colossale. Oui, parce que ça ne s'arrête pas effectivement au terrain financier. C'est surtout de l'accompagnement. Ça, une banque, elle ne le fait pas. Donc le réflexe de parler de SAT banque, j'étais pas loin. Vous êtes dans l'ancienne version. Et la version On le dit, la plus agréable. La version la plus agréable, c'est de dire qu'effectivement, et la SAT est le trait d'union entre la recherche académique et le monde économique. Mais c'est la bascule qu'on a réussi à faire parce qu'effectivement, nos actionnaires nous considéraient comme tels au départ. Hein, parce qu'ils ont des. Ça peut se comprendre aussi parce qu'il y a une dotation. On a dit ok, on va donner une enveloppe de 78 millions d'euros à une SAT. Mais ils se sont dit, mais cet argent, normalement, on aurait dû l'avoir nous en université directement. Non, là, il faut que ça passe par la SAT qui doit nous le reverser. Donc ils se sont dit, ben, nous, on veut cet argent. Donc, allez-y, investissez, on s'en fout, vous investissez. Et donc, au début, c'était un peu, ils étaient dans cette démarche-là. Et nous, on a réussi la bascule de dire, non, mais on vous apporte plus que de l'argent, on vous apporte un accompagnement. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment considéré comme un acteur de la valorisation. Et on est vraiment considéré par eux comme leur cellule de valorisation. Mais effectivement, au départ, c'était exactement ce qu'ils avaient en tête. Et aujourd'hui, voilà, ils considèrent qu'on a une valeur ajoutée à apporter. Et donc, on n'est plus simplement une banque au sens péjoratif du terme, mais on est une structure d'accompagnement et de valorisation. Un accompagnateur de ça, des richesses. Voilà. Mais c'est sûr que ça n'a pas été évident au début de s'imposer dans ce paysage-là, hein, parce qu'eux-mêmes avaient leur propre solution de valorisation en interne, et on leur demandait de passer par une autre société. Donc, ils avaient tout développé en interne. Donc, c'était très difficile de se faire une place dans un écosystème qui existait déjà et qui fonctionnait d'une certaine manière. Alors, certes, là, l'émergence des SAT a pour but de faire que ce fonctionnement soit d'autant plus important et que tous les projets soient des succès. Mais à l'époque, ça fonctionnait. Peut-être pas au niveau actuel, mais ça fonctionnait quand même. Donc là, on arrivait, on leur prenait dans leur esprit l'argent qui leur était dédié, et en plus, on leur demandait de travailler, on leur imposait de travailler avec nous. Ça a été compliqué au début d'être salarié SAT, ça n'a pas été évident. Mais voilà, petit à petit, on a prouvé qu'on avait une valeur ajoutée, on a prouvé que notre modèle pouvait apporter quelque chose de plus et accélérer cette valorisation. Et maintenant, on est complètement intégré et la SAT aujourd'hui, est-ce qu'elle s'autosuffit? Non. On est déficitaire. L'ambition de l'État à 10 ans est complètement utopique. C'est impossible à 10 ans, surtout quand on a des projets dont la phase de développement, de maturation peut durer 3 ans. C'est impossible. On investit 700 000 euros, 800 000 euros dans un projet qui se développe pendant 3 ans, et seulement au bout de 3 ans, il commence même pas à gagner, à essayer de se commercialiser. Alors, avant qu'on soit avec un budget de fonctionnement qu'on a, parce que quand on investit 800 000 euros, vous imaginez, après on a tous les salariés à payer. C'est ça. Après on a les frais de fonctionnement, et on n'investit pas que 800 000 euros par an, hein. On investit beaucoup plus. Donc combien on avait 27 millions d'euros investis. Vous imaginez pour pouvoir les faire en 10 ans,
pouvoir être ne serait-ce qu'à zéro. Et les prévisions, c'est dans 10 ans. Alors, c'était dans C'est 10 ans, objectif. à partir de 2012. En 2012, ils nous ont dit dans 10 ans. 2022. Voilà. On va reparler. Mais là, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Donc, Il y a une dimension nationale, effectivement, il y a des vœux pieux de dire que ces sociétés doivent être rentables. Sauf que le politique a évolué, on a bien compris que ce n'était pas faisable. On regarde les sommes que nous investissons, et notamment sur les segments technologiques tels que la santé, le temps que les technologies évoluent et le temps qu'elles soient commercialisées, il faut 3, 4 ans, 5 ans, voire plus. Donc, effectivement, l'État n'attend plus que nous soyons rentables. Toutefois, nous faisons, nous, et c'est notre modèle SAD Sud-Est, nous sommes organisés comme une entreprise désireuse de présenter un business model. Tous les 3 ans, nous présentons à notre conseil d'administration une stratégie qui nous permet effectivement de présenter notre business et notre évolution. Là, nous avons effectivement fait des projections qui ne sont pas appelées à l'équilibre, mais qui sont dans une logique d'augmentation systématique de notre chiffre d'affaires. En envisageant aussi une baisse radicale de certains postes d'investissement, faire des économies de fonctionnement, faire des économies aussi sur les salariés, puisque au départ, on a eu cette volonté d'investir beaucoup dans l'humain. Et comme vous l'avez dit justement, madame, on n'a pas besoin de beaucoup de salariés, on a besoin de très bons salariés. Donc on préfère investir sur le qualitatif, avoir des personnes qui ont des profils ingénieurs, juristes, un peu commerciaux, que d'avoir un ingénieur commercial et un scientifique. Et donc ça nous permet effectivement de monter en gamme. Donc on a cette volonté de réduire un peu la masse salariale, tout en continuant à générer du chiffre d'affaires et réduire notre fonctionnement. il faut pouvoir maintenir notre investissement dans les projets, parce qu'on va réduire le fonctionnement, mais on ne réduira pas l'investissement dans les projets. Ça, c'est important, parce que c'est ça c'est notre cœur de métier. Notre cœur de métier, effectivement, c'est de, alors le terme est mal choisi, mais c'est de consommer du gasoil. On est effectivement là pour dérisquer ce qui est mis en termes d'innovation et en termes de recherche. Donc, nous devons investir. Si demain on baisse nos 27 millions d'investissements, il n'y a pas de sens. On en revient à se poser la question de pourquoi on a été créé au final. On est une entité parallèle qui fait l'innovation seule dans son coin. Non. On apporte du financement à la recherche académique pour mieux se développer et s'orienter vers le monde économique. Même dans 20 ans, c'est pas possible de parler à un certain prix. C'est Si difficile on y de s'y arrive, engager. je vais travailler chez Google alors, et un plus bon salaire. Parce que C'est ça. très honnêtement, 27 millions d'euros, comment voulez-vous que quand on est à 2 millions de chiffre d'affaires par an, passer à 27 millions de chiffre d'affaires par an? 27 millions de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires des grands groupes industriels à l'heure actuelle. Et puis c'est surtout difficile de s'y engager, parce qu'on fait par définition un métier risqué. On fait des paris à chaque fois sur les projets. Alors certes, on les dérisque au maximum et on essaye de tout anticiper, mais on ne peut pas anticiper comment va évoluer le marché, ça on ne pourra jamais anticiper. Donc c'est fou, ce serait fou de s'engager à y arriver. Quoi. Ça, par contre, faire dire qu'on fait notre maximum pour y arriver, oui, mais s'engager à le faire, moi je le ferai pas. Voilà. Et est-ce que la SAC en fait participe au montage des projets des personnes qui sont indépendantes, Non. qui ne sont pas partenaires, On travaille qui qu'avec viennent les solliciter chercheurs rattachés à nos actionnaires, uniquement. oui, des chercheurs, mais dans les structures ne sont pas partenaires avec la SAC. Il faut que ce soit rattaché à nos actionnaires, impérativement. C'est la condition sine qua non. Mais du point de vue européen, en fait, moi j'ai eu plusieurs exemples, c'est différent. Ah oui, Au niveau de la France, même au niveau de la France, il y a certaines. mais c'est même différent d'ici de la France, parce Ouais, que ouais, comme ouais. on le disait au tout début, on est 14 au SAT, on a chacune notre mode de fonctionnement. Oui. Donc oui, c'est très différent. Le modèle belge est différent, Oui. les autres espagnols c'est différent. Oui. 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 Donc du point de vue européen, il n'y a pas. Il n'y a pas d'harmonisation. Non. On est sur un segment d'activité qui est très nouveau. Hein. Très bon. Ouais. La valorisation de l'innovation, la vraie prise de conscience date d'il y a 5 ans, 6 ans, Oui. pas avant. Avant, c'était à très haut niveau d'État, il y avait une volonté, une dynamique. Il y avait des universités françaises qui avaient commencé. Moi, Qui avaient commencé. J'ai fait l'université de Compiègne. À l'époque, il y avait déjà. Oui, mais c'était le démarrage, c'était les balbutiements de la valorisation de l'innovation. Valorisation. On avait souvent
c'était des hommes qui étaient derrière cette Oui. volonté-là. Et puis c'était surtout pour faire avancer la science et faire, voilà, là aujourd'hui il y a la dimension économique qui rentre dans la valorisation de l'innovation et ça oui c'est nouveau, de faire entrer l'économie et de faire que on veut que la valorisation soit nous permette de faire du bénéfice financier. Et en fait, ça revient à dire que c'est un peu compliqué de trouver le bon modèle. Et oui. En fait, il n'y a pas de bon modèle. Il n'y a pas de bon modèle. Voilà. Il y a pas de- Le modèle le plus adapté à votre université Et à votre environnement et à économique. votre environnement économique pourrait être le bon modèle. Mais même là, vous savez que vous allez devoir faire évoluer votre modèle. Nous, il évolue tout le temps. Hein. On est encore en train de se remettre en question, de se dire, bon, ben, là, il faut améliorer ça. Comme je vous disais, moi, j'aimerais travailler encore plus avec les incubateurs. Donc, c'est là, on est en train d'essayer de le mettre en place. Mais notre modèle, nous, il n'est pas du tout arrivé à sa version finale. Hein. Oh, et tant mieux. Et tant mieux. Parce que Bah oui. c'est ça qui est intéressant. Quelque chose de dynamique, c'est beaucoup mieux que quelque Et chose oui, de statique. et puis c'est vrai que malgré tout, on est quand même une structure privée. On a une forme juridique privée. Donc, on a vocation à faire du chiffre. Donc, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est un peu schizophrène en fait comme position. Parce qu'on doit faire du chiffre, mais en même temps, Indépendant de l'argent public. on a des actionnaires qui ont une vision publique. Qui eux, faire le chiffre, c'est pas leur principal objectif. Donc des fois c'est compliqué d'essayer d'aboutir à des décisions parce qu'on n'a pas la même vision des choses du tout, quoi, avec nos actionnaires. Donc bon après là maintenant ça y est, on a dépassé certains points d'achoppement et donc ça y est, on commence à vraiment avoir tous la même vision et essayer d'aller dans le même sens. Mais il y a certains points techniques, très techniques, de répartition de revenus entre autres, où là il y a des trucs où on sent qu'on a besoin de prendre des décisions, mais d'abord d'avoir un débat avant la prise de décision. Parce que ce n'est pas limpide pour tout le monde, ce n'est pas évident pour tout le monde. Voilà. On n'a pas tous la même vision des choses. On est Et obligé c'est encore d'avoir plus de difficile ici. peut-être. C'est difficile au démarrage. Voilà. Une fois Quand on que- a une vision, après ça devient clair. Une fois que la vision est plus ou moins claire et une fois que la stratégie est validée, les choses se font spontanément. Exactement. Puis c'est de notre responsabilité aussi de bien communiquer sur notre stratégie. Parce que peut-être que si on n'arrive pas des fois à prendre de décisions, c'est peut-être parce que nous, on a mal expliqué vers où on voulait aller. Donc c'est à nous d'être hyper pédagogues et d'essayer de voir de quelle façon on va pouvoir essayer de faire comprendre notre vision. Voilà. Ça veut dire que vous avez un service investissement au sein de la SAT Non. qui tranche sur le pourcentage. Non, Pour la startup, ces comités, en fait, C'est dont on a bon. évoqué, on présente déjà toute la stratégie. On leur soumet, nous, une boîte de valorisation. Et eux nous conseillent de mettre des réserves, des avis négatifs. Et c'est nous qui construisons tout le cheminement en fait, de la boîte de valorisation. et par contre, il faut qu'on explique, effectivement. Moi, je ne vais pas dire, je prends 10% comme ça, parce que j'ai décidé que c'était 10%. Je explique pourquoi je prends 10%. Parce que j'ai pris tel risque, parce que si je prends plus, ben, je mets en péril l'actionnariat, la création de l'actionnariat de la société, etc. Vous avez une formation commerciale, quelque chose comme ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas fait de recherche. Moi, j'ai fait, je suis issue des sciences économiques, mais j'ai pas fait de recherche. C'est primordial d'avoir des gens commerciaux et juridiques, marketing, ça c'est. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'on est dans un métier où on en a besoin. Donc oui, si on les internalisait, c'est plus simple. Parce que c'est compliqué aussi, même si on a recours des prestataires, on a un métier tellement complexe et tellement compliqué à expliquer. Moi encore, il y a un certain nombre de ma famille qui ne comprennent toujours pas ce que je fais, hein, parce que c'est vrai que c'est hyper complexe. Donc si on peut avoir des experts en interne, ça facilite les choses. Parce qu'en plus, quand on y baigne, on comprend, on arrive mieux à comprendre. Voilà. Je vois un petit tour. Ce que je vous propose, c'est que depuis 1h30 que nous avons démarré, on fait des courtes pauses café. Et après, on fait la dernière ligne droite, donc l'offre commerciale que nous proposons aux entreprises, nos succès, et on conclut sur la cité d'innovation de la métropole d'Extincelle qui montrera la globalité de notre dynamisme et de notre volonté à créer un écosystème de la valorisation de l'innovation et concerté avec l'ensemble des acteurs. On a vu qu'il y avait deux voies possibles. Rencontrer des entreprises, voire des startups.
Quand on va voir des entreprises, il y a un élément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, qui est essentiel, c'est d'arriver préparé. Nous, on y va dans une philosophie où on va proposer des offres en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du modèle économique ou de la bonne valorisation qu'on a retenue. On a une stratégie que l'on pose. Cette stratégie, on la prépare. Alors pourquoi nous, on a décidé de créer des offres? Déjà parce qu'on veut vendre le meilleur de la recherche publique aux entreprises. Pour mettre en avant, pour eux, l'innovation qui est un gage d'avantages concurrentiels. Alors, en 2012, on avait un défi. On avait cet objectif, on en a parlé, d'arriver à l'équilibre. Cet objectif est tombé des yeux vus maintenant, mais on a cette volonté sur notre business plan de proposer une croissance annuelle sur produit d'exploitation à hauteur de plus de 30%. C'est ambitieux, c'est des choses qu'on est en train de revoir continuellement, mais on a cette volonté de toujours croître, de faire croître notre chiffre d'affaires. L'ambition de cette offre, de ces offres, puisqu'elles sont au pluriel, c'est de générer une croissance de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, objectif qui est fixé par notre conseil d'administration et présenté par notre président. On veut mettre en avant le fait qu'on partage plus de risques avec le partenaire industriel. Et on veut surtout mieux répondre aux attentes exprimées par les entreprises. Jusque-là, ça ne peut faire que rêver les entreprises. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on a décidé de proposer des offres. On a 3 types d'offres qui correspondent à 3 modèles d'entreprise. La première offre que nous avons appelée l'InnoRisk. L'InnoRisk, c'est pour proposer le meilleur de la recherche publique au service des innovations de rupture avec un dispositif qui permet d'innover en maîtrisant le risque. On s'adresse particulièrement à des entreprises sur un format PME ou ETI. Ensuite, nous avons deuxième offre, que nous avons appelée l'InnoService. Là-dessus, c'est la volonté pour nous de proposer de l'innovation sur le segment des innovations incrémentales en permettant de maîtriser le risque et le coût que cela va impacter. De la même façon, on s'adresse ici aux PME et aux ETI. Troisième offre qui est particulière. Là, on pratique donc l'open innovation. L'open innovation, c'est quoi? C'est de permettre l'accès à toute entité désireuse de rencontrer des laboratoires, des startups, pour renforcer leur stratégie de R&D. Typiquement, les grands groupes. Allez voir des grands groupes en disant voilà, moi je vais vous proposer un contrat et on va vous donner accès au laboratoire auquel nous avons accès. Typiquement, la SAT a formalisé un contrat de partenariat avec le grand groupe que vous connaissez des produits cosmétiques, qui est l'Occitane. Les produits que vous retrouvez dans le commerce de l'Occitane depuis quelques années, vous direz qu'il y a un peu de la science des régions PACA et Corse. Nous avons ouvert les laboratoires auxquels nous avons accès à ce groupe-là. Autre groupe avec lequel nous avons travaillé sur un partenariat similaire, le groupe Johnson & Johnson. De la même façon, nous leur avons donné accès à nos laboratoires et on leur a proposé cette troisième. Alors, l'InnoRisk, qu'est-ce que l'InnoRisk? L'InnoRisk, alors, il y a marqué co-maturation, mais il faut plutôt lire maturation. Là, on est très ambitieux quand on parle de co-maturation, mais c'est de la maturation. Ce que l'on propose, c'est de maturer une technologie pour accompagner le transfert et prendre en charge le risque technologique. Donc, on démarre à T0. On élabore avec l'entreprise un cahier des charges de maturation. Votre équipe R&D, c'est que ça, je le fais quand je m'adresse à des entreprises. Je dis au patron d'entreprise, au directeur de la R&D, du Decathlon par exemple,
service de R&D et notre chercheur à nous. Ensuite, entre 3 et 6 mois, je signe un contrat de maturation et de licence résiliable. Tout est verrouillé. Rappelez-vous, on en revient au contrat d'hier. Pourquoi il est important de faire des contrats, tout ça. Ensuite, donc, je consolide l'API pour le domaine d'application que le chef d'entreprise a envie d'envisager la chose. Et ensuite, je mets en œuvre le projet de maturation avec les équipes de R&D d'entreprise. Projet de maturation, je vous ai proposé hier, rappelez-vous, un élément de maturation, de développement sur la lutte contre le cancer du pancréas. Hein, les évolutions, les étapes dans l'industriel. Là, on y est. Et enfin, j'ai entre T0 à 3 à 36 mois les recettes et livraisons de résultats. Ça peut être un prototype, ça peut être des modèles de pré-série et des démonstrateurs. Okay. Alors là, vous me direz, quel est l'avantage? L'avantage, il se situe ici. C'est que moi, je propose à l'industriel une licence résiliable si la science bug, parce que ça paraît bien. On n'est pas à l'abri que toute l'innovation, tout le développement de la technologie qu'on va faire va nous permettre d'arriver au résultat escompté. Et donc j'ai une licence résiliable, ce qui rassure moi l'industriel, d'où le nom InnoRisque. Je prends le risque. Et je facture à la fin, donc, au moment de la livraison, et j'obtiens l'argent. Donc il ne paye pas que les principes. Après, il sera entre 0 et entre 3 mois et 36 mois. Jusqu'à maturation. Voilà, ça peut être plus tôt. Ok. Alors, si je résume, si la maturation n'aboutit pas, quand de concept non obtenu, aucun coût facturé pour l'entreprise. Ça paye beaucoup. Il se dit, c'est bien, on va faire travailler les chercheurs à notre place. Et je peux même envisager, si je suis chef d'entreprise, de ne plus avoir de service de R&D. J'externalise tout ça. Et en plus, c'est VLC. Si la maturation aboutit, donc les spécifications de prototype fixées avec les chercheurs d'entreprise sont atteintes, tout ça a été formalisé dans le cahier des charges avec l'atteinte des objectifs. Et donc là-dessus, je me facture à plusieurs niveaux. Je lui fais payer les coûts antérieurs de pays sur les prolongations, les renouvellements, de propriété. Les coûts de maturation sous forme d'un montant forfaitaire. Je prends là encore de l'argent. Et après, je fais des redevances avec des royalties liées à l'exploitation du projet lorsque les ventes du produit qui intègrent à la techno ont bien démarré sont effectives. Je fais de l'argent à 3 étapes. Est-ce que pour ces étapes, il y a une loi qui les régit ou bien c'est un règlement interne à la SAC pour décider des coûts? Tout est écrit dans nos contrats qu'on a fait avec eux. Il n'y a pas vraiment quelque chose sur le plan réglementaire, c'est vraiment c'est la C'est SAC du qui a contractuel, établi c'est du droit signé à la entre deux parties, on a formalisé ensemble des accords, un objet, des conditions, des résultats atteints. Si l'entreprise ne paye pas, action en justice. Tout simplement. Ok. Exemple d'InnoRisque. On va rentrer dans le détail. Alors, je ne sais pas si c'est bien lisible, mais on va le faire quand même. Les chiffres qui sont mis là sont des chiffres fictifs. Donc, l'investissement de la SAC au cours du projet, c'est l'onglet du haut. J'ai investi donc en maturation 100 000 euros. Dedans, j'y mets mon contrat, mon ingénieur en maturation, j'y mets ma prestation, j'y mets mes consommables et la gestion du projet. Et à ces 100 000, je rajoute 20 000 de coûts de propriété intellectuelle. Okay. Ce qui me fait un total de 120 000. C'est pareil. Prise en charge par la SAD jusqu'à la livraison, refacturé à la SAD en fin de maturation en cas de succès, c'est mon upfront, on en parlait hier, et échéancier adapté en cas de aux capacités d'entreprise. Donc pour moi, avantage en tout cas pour l'entreprise, je vais lui dire, vous entrepreneur, vous avez un très faible niveau de risque, et c'est pour vous en plus à moindre coût. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont très sympathiques. Modalité de facturation. Je facture en fait un upfront de 70 000, plus la paye antérieure des 20 000. Je
je récupère 90 000 auprès de l'entreprise. Okay. Et en plus, je propose en France, on a une chose qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, que l'État reverse aux entreprises qui font l'innovation. Donc, pour l'entreprise, elle, c'est royal. Elle se fait rembourser de certaines choses, ça lui propose que des avantages. Et le coût, donc, pour l'entreprise, avec donc, la déduction de l'impôt, ce qui lui fait que 84 000. Les redevances, moi, que je prends derrière, c'est 3% que je facture à l'entreprise sur la base de ses ventes. Et les frais de pays, c'est de 0 à X en fonction de l'entreprise sur la base des coûts réels. Et je n'ai pas de gestion administrative, tout est automatisé. C'est la propriété intellectuelle. OK? Et les modalités, donc par contre, on est bien d'accord, ce format-là ne vaut que pour les sociétés matriculées en France. Parce que le crédit d'impôt recherche, uniquement en France. Voilà. OK? Innoservice maintenant. Alors pareil, c'est une maturation, pas une co-maturation. On est ambitieux, on veut faire des co-maturations avec des entreprises. Maturation pour accompagner le cancer sans prendre en charge le risque technologique celui-ci. Donc, pareil, j'élabore le cahier des charges avec l'entreprise. Je suis à T0. Je fais un bon de commande de maturation et signature de contrat de licence entre 3 et 6 mois. Je consolide ma pays, je mets en mode de maturation, comme d'habitude. Et enfin, j'ai une livraison de prototype, pareil, très serré. Sauf que là, il y a un avantage pour moi. Une fois que j'ai fait signer le contrat de licence, la licence est là. Je me fais facturer à différentes étapes des choses. Donc j'ai une visibilité en fait sur ce qui se passe. J'ai une visibilité sur l'argent que je vais générer régulièrement. Et ça, c'est important pour moi. Ça me donne une vision d'ensemble, une vision globale. Sur ma stratégie financière à moi, sur ma rentrée d'argent à moi, sur mon chiffre d'affaires à moi. Alors, quelles que soient les spécifications du prototype, où je me situe. La facturation, donc sur l'InnoService, je facture toujours les coûts payés antérieurs à l'entreprise. De la même façon, je facture des coûts de maturation sous forme d'une prestation de développement à l'entreprise. Et après, idem, je perçois des redevances liées à l'exploitation du brevet. Ce sont des éléments qui nous permettent de faire rentrer à nouveau de l'argent de façon très factuelle et régulière à la CIS. Et on voit qu'il y a qu'avant, mais là, l'entreprise paye avec cette chose. Exactement. Donc, cette offre-là, vous voyez, d'InnoService, je ne peux pas la présenter à toutes les entreprises. Les entreprises plus modestes auraient peut-être un peu de crainte à avoir de la liquidité, à devoir systématiquement nous apporter de l'argent. Les grands groupes, ça, pas de problème. Je vous dis, vous allez facturer 200 000. Vous demandez 50 000 en janvier. Vous demandez à nouveau 50 000 en septembre. Puis après en décembre, de 58 000. C'est j'ai l'effondrement, je sais faire. Et donc en fonction, je suis plus ou moins, entre guillemets, attirant pour l'entreprise. Okay. Alors maintenant, s'il vous plaît, allez-y. Ils payent la même chose, mais vu que ce sont deux formes différentes. Ça engage des annonces. Oui, par exemple. Tout à fait. Troisième offre, l'Inno Open. L'Inno Open, on la tourne surtout sur les grands groupes. On veut attirer en fait les grands groupes vers les grands laboratoires. Donc de la même façon, j'ai une phase 1. Je valide auprès du grand groupe ses besoins technologiques. Quand je suis allé voir leur stade, je leur ai dit, vous avez besoin de quoi? Vous voulez de la chimie pour les crèmes, ou vous voulez tout simplement autre chose en termes de méca, peut-être pour vos machines, pour mélanger. Ou est-ce qu'éventuellement, vous avez besoin d'autres produits pour faire les contenants de vos produits? Ou éventuellement, vous avez des besoins, soyons fous, demain, vous voulez livrer vos commandes à vos clients par des drones. C'est possible. Donc, peu importe, mais je valide les besoins technologiques avec l'entreprise. Phase 2, j'identifie les laboratoires pour l'entreprise. Tous les laboratoires ne les intéressent pas. Je ne vais pas non plus faire open bar. Ça
pas parce que ça s'appelle Open Innovation que c'est Open Bar, tout est permis. Hein, je limite ça. Ensuite, je valide la solution technologique attendue. Donc si tu as un neveu de crème pour avoir Android, je vais proposer une formule d'un laboratoire qui traite justement sur le vieillissement de la peau. Formalisation du projet. Deux options, collaboration, comaturation. Donc nous on ne fait pas du tout de collaboration, on leur propose une comaturation, en disant si on trouve le bon procédé, on travaille ensemble, on développe ensemble. Donc là, c'est l'entreprise qui cherche une solution. Tout à fait. Et enfin, je mets en œuvre le projet. Donc sur cette base-là, les besoins identifiés, donc j'identifie les équipes de recherche, j'identifie les startups ou PME portant des technologies, des actionnaires pouvant mieux répondre aux besoins, et je recherche des partenaires pour pouvoir mener des PME, intégrer le programme et collaborer avec le laboratoire. L'objectif, favoriser la conclusion des différents types de projets. C'est pour les grands groupes. Ça, c'est très intéressant pour les grandes sociétés. OK. Donc, toujours sur l'INO Open, je le répète, c'est faciliter l'accès au meilleur des laboratoires start-up et PME pour accompagner la stratégie R&D du grand groupe. Et je favorise les relations PME-laboratoire aussi, si ce n'est pas les grands groupes. Si je récapitule, donc j'ai donc InnoRisk, InnoService, ma collaboration, donc on appelle InnoOpen. OK. Le besoin ciblé. Pour la InnoRisk, j'ai une innovation de rupture. Pour l'InnoService, il y a une innovation incrémentale. Dans les deux cas, il me faut une POC. Une POC, vous savez ce que c'est, une preuve de concept. Une preuve de concept. C'est proof of concept, tout simplement. Pour mon Inno Open, c'est une recherche fondamentale. Je n'ai pas de résultat à atteindre. J'ouvre les portes. InnoRisk. Là, j'ai un risque technologique élevé. C'est moi qui prends tout en charge. Sur l'InnoService, le risque est faible. Pour l'InnoService, il y en a pas. InnoOpen, pardon. Pour l'API en début de programme, elle est existante, elle est transférée en cas de succès et j'ai une licence résiliable en cas d'échec. Tout est verrouillé. Sur l'InnoService, je fais une licence ferme. Parce que je n'ai jamais fait les échéances. Et après, pour mon InnoOpen, c'est éventuellement existant, il n'y a pas de licence, ça, c'est une autre embauche. Ma propriété intellectuelle en fin de programme. La pleine propriété appartient à l'établissement actionnaire chez nous, propriétaire de la technologie. Je peux envisager une copro avec l'entreprise et l'établissement si éventuellement il y a de la propriété intellectuelle qui est générée dans le cadre de l'innovation. C'est l'intellectuel généré en complément. De la même façon pour l'InnoService, pleine propriété d'établissement, plus une copro possible entre entreprise et établissement, et certaines si la l'API supplémentaire est générée. Pour l'Open No, copro entreprise plus licence éventuelle. Donc que des avantages pour moi, je suis sûr de faire la liste. Facturation. InnoRisk, fin de programme. InnoService, au début et tout au long du programme. Et j'ai pas de critère de succès. J'ai jamais eu. Et ensuite, sur l'Open Inno, on est au début et tout au long du programme. Et j'ai pas de proposition à durée. Je fais payer le droit d'accès. Je montre ça aussi en argent dans la salle. Je ne vous parle pas de la dernière ligne. Ça concerne la déduction, ce crédit d'impôt recherche, ça concerne pas l'Algérie, ça concerne la France, ça va. Alors, là-dessus, de la même façon, Anna vous en a parlé, il n'y a pas d'intérêt. Sortie de capital, tout ça, on l'a vu. En revanche, il y a un autre élément qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Donc, je vais présenter les trois offres principales. Mais on est dans une approche nouvelle maintenant. On a la volonté de mixer en fait nos offres. Je vous dis ça pourquoi? Parce que demain, j'ai des entreprises qui vont vouloir un peu d'InnoRisk, un peu d'InnoService, mais qui sont pour autant. Donc, on a réfléchi, on propose un service. Je ne vais pas vous le présenter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour vous. Je vous en parle pourquoi? Pour vous dire que ces offres que nous avons à la salle, que nous avons formalisées, que nous avons écrites dans le marbre et fait valider par nos actionnaires, elles sont néanmoins évolutives. Vous, demain, si
l'entité en Algérie qui fera de la valorisation de l'innovation, privée, publique, universitaire, internalisée, externalisée, peu importe. Mais sachez que oui, il va vous falloir des offres pour aller rencontrer des entreprises de différentes tailles et que vous devrez faire évoluer vos offres en fonction du retour d'expérience que vous allez avoir. Puisque nous, ces éléments-là, on les a fait évoluer sur la base d'un retour d'expérience. Okay. Est-ce que c'est clair pour vous sur ces offres-là? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrive à l'étape la plus rigolote? Alors pour, par exemple, la dernière, pour l'IMO, est-ce que vous avez vu par exemple Le droit d'accès. Je facture le droit d'accès au laboratoire. C'est pas un forfait, c'est un droit d'accès. Je dis voilà, on fait un contrat sur 3 ans. Sur 3 ans, je veux 50 000. Johnson & Johnson, on aura pris un petit ticket. On va le faire, on a donné un accès. Et on les a en plus orientés vers d'autres salles. Donc ça se négocie en fonction de... Exactement, c'est de la négociation. Tout se paye. L'accès à un laboratoire se paye. Vous voyez, quand je vous disais en introduction mardi, les entreprises viennent dans vos laboratoires, ils viennent piller votre recherche. Ça, vous en êtes conscient. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vient de vous présenter, Anna et moi, vous êtes conscient que vous pouvez facturer le droit d'accès à votre laboratoire. Après, la question, c'est la forme. Est-ce que l'université peut le faire? Oui. Sous quel format? Quelle est la stratégie politique aussi de l'université? Il y a tout un élément, toutes sortes d'éléments de contexte qu'il faut que moi je n'ai pas la réponse pour l'Algérie. Par exemple, franchement, comment vous faites Ben nous, comme nous sommes une entité privée, comme la SAT est une entité privée, nous pouvons facturer. Mais si nous étions un service de valorisation internalisé. Exactement, comment le laboratoire ouvre en fonction pour qu'il soit ouvert pour. Ah ben nous, on canalise. On dit à l'entreprise, voilà, on va vous organiser une rencontre avec des chercheurs de tel laboratoire. Ça va durer une journée. Tout à fait, tout à fait. Mais on fait payer ça. C'est pas gratuit. Le souci au niveau de l'université, généralement, on fait des séminaires et des rencontres juste pour attirer le secteur. Mais nous, on le fait aussi, ça. Oui, mais on invite également des chercheurs et là, pendant le contact, il y a un échange mixé entre. Mais les chercheurs, il faut leur dire, attirez-les. Vous leur montrez un peu ce qui est sympa à montrer, mais vous gardez l'essentiel. Ou alors vous leur montrez ce qui est protégé. Si vous n'avez pas breveté, l'entreprise voit, elle dit oh là là, mon Dieu, ils sont forts. Hein. Ils ont vu la molécule X plus la molécule Y, ça fait un résultat B. Le résultat B, on ne l'avait pas trouvé encore. Mais on va demander à nos équipements R&D de nous faire pareil parce qu'on a vu qu'il y avait possiblement un truc. Vous les orientez vers une piste et d'ailleurs, c'est ça. On est bon là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les offres? J'insiste, hein, les offres, je vous les ai présentées pour vous montrer qu'on est dans une stratégie commerciale. La valorisation de l'innovation, on a défini ce qu'était l'innovation, hein, mais on n'a pas défini ce que c'était la valorisation. Si moi je dois mettre un mot à la valorisation, allez, plutôt une phrase. J'appelle ça faire de l'argent avec de la technologie. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Après, la question qu'on peut se poser, que vous pouvez vous poser à l'issue de cette formation qu'on vous a proposée, c'est est-ce que en Algérie, les universités souhaitent faire de l'argent avec des laboratoires? Et les textes valorisation de la recherche, on parle sur moi, on parle de public. C'est pas la recherche. Il y a possibilité, il y a un moyen de s'auto-financer, mais pour l'instant, c'est le terrain parce qu'on existe. Environ 14-5 ans, l'augmentation a changé. Parce qu'il fait même un petit peu complément au laboratoire, c'est du commencement, on va le chercher ainsi de suite. Il y a un cadre juridique, mais pour l'instant, c'est le terrain. Pas exploité dans le monde. Parce qu'on n'a pas les mécanismes pour l'instant. Mais pour le texte juridique, la part du chercheur, pour le transfert même du savoir à une manière, je connais une technique, je passe une formation pour les industriels, c'est pour le savoir-faire. Je trouve que
que ça ne dépasse pas les 45%. Le chercheur n'a pas de revient. Voilà, il y a des chiffres, mais déjà sur il y a moins de la moitié. Pour le chercheur et l'équipe ici, vraiment, ça rapporte de l'argent. Plus de la moitié, ça va pour se dispatcher sur différentes universités, trésors, il y a plein de trucs. Donc du coup, il y a plusieurs chercheurs qui veulent assurer des formations et transférer du savoir-faire et tout. Mais vu le pourcentage, c'est pas intéressant. C'est une équipe. Après, chacun, il aura. C'est un peu bloquant, mais. Après, tout dépend du contexte, effectivement, dans lequel vous souhaitez vous positionner. C'est toujours un peu délicat. Allez, dernière ligne droite. Dernière ligne droite, je vous propose une formule. C'est un peu ma formule. Ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas breveté la formule. Mais on en voit beaucoup des exemples comme ça sur Internet. Et moi, ma façon, comme je vais vous le présenter, il y a comment il fait. C'est un droit d'auteur. Donc, 10 points clés pour arbitrer une valorisation par licensing out vers une entreprise ou création d'une start-up. Moi, je me suis fait ça parce qu'au départ, je suis juriste, je suis dans notre écosystème. Et personne dans l'écosystème avec lequel j'ai travaillé n'a pu clairement me dire un jour cette technologie, on va faire de licensing, cette technologie, on va faire de la start-up. J'avais le sentiment que toujours c'était un peu le doigt mouillé. Et surtout, j'avais le sentiment que c'était en fonction de la pression que les chercheurs mettaient via l'entreprise sur la SAT. Si le chercheur avait 50 ans, qu'il était bien implanté, qu'il avait déjà une évolution importante à l'université, start-up. Si par contre c'était un petit jeune de 25 ans, même si la technologie était sympa, on disait oui, non, mais bon, on va voir, on réfléchit. Et moi, quand je posais la question à mes équipes quand je suis arrivé, je disais, mais vous savez pourquoi on va faire de la licensing? Pourquoi? Aucune idée. Donc moi, je me suis fait des questions. Et ça fait 10 points. J'avais voulu synthétiser ça en 10 points. Un algorithme, c'est des trucs en fait pour m'éviter d'être trop idiot face à des collègues plus experts que moi à la science. Donc déjà, le premier point, c'est que je me pose une question sur le porteur du projet. Existe-t-il un porteur de projet potentiel interne? Est-il expérimenté en start-up? Est-il motivé? C'est une question fondamentale. Anna, c'est le premier point, ça. C'est le premier point. Porteur du projet. Je me pose des questions sur le porteur du projet. Anna vous en a parlé tout à l'heure, elle a dit, porteur du projet, on voit de suite s'il est bon, pas bien, ou si il va juste nous faire de la science ou plus, alors qu'il va être face à des industriels pour vendre une technologie. Le deuxième point, c'est est-ce que la technologie est mature, transformable facilement en produit ou pas? La question que je me pose, c'est est-ce que le résultat de recherche est directement transformable en produit en apportant un avantage compétitif certain ou doit-il être retravaillé? J'évalue la technologie. Technologie T0, en tout cas T0 dans T0 à moi. La technologie elle est trop encore incompréhensible pour des entreprises où elle est claire et elle est un produit déjà qui est un peu partout. Là, vous faites appel à l'application pour pouvoir évaluer. Non, ça je fais ça. Troisième point, le receveur identifiable. Le receveur, c'est comme au foot. Est-il facile d'identifier et d'entrer en contact avec les entreprises qui sont potentiellement utilisatrices et licenciables? Ça, c'est pas évident. J'ai une techno, si vous voulez, qui prend des photographies 3D d'artefacts pas technologiques. Est-ce que je vais avoir facilement des entreprises qui vont être intéressées par des images en 3 dimensions d'un vieux vase gallo-romain? Ça peut être des musées, ça peut être des commissaires-priseurs qui font des ventes d'enchères d'identité. Potentiellement, c'est ça. Mais j'ai besoin d'identifier. Après, quatrième point, le nombre de receveurs. Le nombre de licenciés potentiels nécessite-t-il une structuration, une administration, une chasse ou des services spécifiques récurrents? Les entreprises, demain je fais une technologie sur les baskets, j'ai pas que des Decathlon, j'ai Nike, j'ai Adidas, j'ai voilà, puis j'ai des distributeurs de ces choses-là, c'est vaste.
Mais je veux savoir la quantité potentielle, parce que ça me permet de me dire, si je me plante avec une entreprise dans la négociation, j'en ai une autre. Jusque-là, vous suivez mon raisonnement? Allez. Après, mon receveur est-il expérimenté? Les destinataires ont-ils une expérience réussie dans l'acquisition de la technologie? De la technologie. C'est-à-dire, je prends un exemple, Decathlon, ils sont très portés sur l'innovation. Je vais leur apporter un nouveau tuba sympa qui permet de respirer comme un dauphin, ça va leur plaire. Mais en revanche, si je vais voir le vieux campeur qui ne fait pas spécialement de l'innovation, il va me dire, bon, moi, écoutez, à partir du moment où il y a des lacets, que la chaussure monte bien haut et qu'on ne se casse pas la cheville, tout va bien. Ok? Donc j'évalue ça. Après, j'en reviens à un élément fondamental, la propriété industrielle. Est-elle robuste? Est-ce que l'API, donc les actifs créés, ont-ils une valeur intrinsèque et extrinsèque facilement estimable, centrée sur l'objet d'innovation, sans remise en cause possible? En gros, est-ce que mon brevet est solide? Est-ce que ma techno a du sens? J'en reviens, on rembobine la cassette, à mon masque anti-morsure. Est-ce que c'est solide un masque anti-morsure sur la propriété intellectuelle? Juste un bordon dans la bouche, ça empêche que les personnes ne mordent. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc comme ça avec des attaches-là derrière les oreilles. Solide, pas solide. Septième point, la vitesse du cash. Est-ce que les revenus potentiels de la licence peuvent rapidement être injectés à la SAT et importants? Et moi, je rajoute dans les 3 ans, parce que je fais un triennal. Mon business model, il est sur 3 ans. Est-ce que je peux me faire facilement de l'argent ou pas? 8e question que je me pose. Est-ce que le secteur d'activité dans lequel je suis, il y a du fric dans ce secteur-là ou pas? Le marché du cosmétique, les peaux pour les jambes, les bras, le visage, c'est un marché. Okay. Honnêtement, le marché du collier pour chien, oui, il y a beaucoup de chiens. Oui, il y a beaucoup de propriétaires de chiens. Est-ce que c'est la peine d'avoir une caméra sur le collier de mon chien pour savoir ce qu'il fait la journée quand je ne suis pas à la maison? Il y en a peu qui vont vouloir ça. En revanche, la crème solaire pour ne pas prendre des coups de soleil, là, j'ai un vrai marché. Mais j'évalue ça. Et donc, bankable. Le marché du cosmétique, de la cosmétique est bankable. Les grands groupes qui sont là-dedans, ils ont de l'argent. Donc ça me plaît. Après, 9e point que j'évalue, la nocivité technologique. La technologie remet-elle profondément en cause les fondamentaux du secteur auquel elle s'adresse? C'est important à savoir. Ma molécule anti-vieillissement qu'on a trouvée dans un laboratoire en Corse, est-ce que demain, ça va totalement chambrer l'écosystème du cosmétique anti-vieillissement? Ou est-ce que c'est simplement une crème supplémentaire? Au lieu de sentir le thym, vous sentirez le romarin. Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'évaluer ça. C'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Et l'outil, la manière dont vous avez sollicité d'autres labos pour tester l'efficacité de la molécule, comment vous allez faire? Étude de marché. Étude de marché. Oui, mais là, vous êtes en train de parler d'un résultat technique. Est-ce qu'elle est efficace ou pas? Je sais ce qui se passe dans tous les laboratoires. Mon laboratoire qui est en Corse, qui fait des crèmes anti-vieillissement sur la base de chocolat en Corse. Je pose la question à mon laboratoire qui est à Marseille. Et les copains chercheurs, j'en pense quoi de cette technologie? Tu l'as trouvé toi? Ah non. Ah oui. Mais c'est pas une divulgation d'information? Non, parce que j'ai déjà protégé. J'ai déjà protégé. Vous voyez, on en revient à l'essentiel d'hier. Protéger, tout va bien. Vous pouvez tout faire. Discuter entre chercheurs, vous aider mutuellement, c'est le top. Pour évaluer ce point, on va voir ce qui existe sur le marché. Voilà. 10e point, et c'est le dernier point. Et après, je vais vous montrer le schéma et ça va vous faire ah, mais c'est bien sûr. Visibilité du service de valorisation. Ça, c'est que pour notre amour propre à la SAT, pour Anastasie et moi. L'image et la visibilité du service est-elle assez forte pour attirer des porteurs de projets? Faut-il créer des précédents? La visibilité du service de valorisation, pour nous, c'est important.
J'ai mes 10 points. Maintenant que j'ai mes 10 points, je vais vous montrer un schéma qui va de suite vous parler. Voilà. Le licensing versus les startups. Et alors maintenant, on va se marrer. Et vous allez me prendre un peu des exemples de vos technologies. Ok. J'ai repris mes 10 points. Ok. Porteur de projet expérimenté, technologie mature ou pas, receveur identifiable, nombre de receveurs, receveur expérimenté ou pas, propriété industrielle robuste ou pas, vitesse du cash, secteur bankable, possibilité technologique et visibilité du service de valorisation. Ok. Et je mets des éléments, oui, non, facile, pas facile. Jusque-là, l'enfant de 5 ans sait le faire. Sauf que ça va apporter un résultat. Ok. On va dire que ça et ça, vous ne voyez pas pour le moment. Donc je ne peux pas l'obstruer, mais bon, ok. Allez, on prend un exemple de technologie. Quel exemple de technologie vous avez dans votre œuvre? Allez, on va jouer. C'est le moment participation. C'est le moment participation des 2 jours et demi, il faut participer. Un kit de diagnostic. Sur quelle maladie? L'hépatite. Kit de maladie. Alors, diagnostic. Allez, on démarre. C'est vous qui portez ça? Oui. Allez. Donc, madame, vous êtes porteur du projet. Je pense que vous êtes motivé. Mais est-ce que vous êtes expérimenté? Pas sur la dimension scientifique, sur la valorisation de l'innovation. En entournant. Ok, vous prenez des notes là. En entournant. Votre technologie, est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle est transformable facilement en produit à l'heure actuelle? Oui. On a eu certaines technicités. Vous entourez, oui. Ok. Donc déjà, ça fait 2 points côté licensing. Les receveurs sur cette technologie-là, ils sont pour vous facilement identifiables ou pas? Oui. Il y a plein de groupes qui existent justement, qui recherchent ça. Facilement, ok. Nombre de receveurs, nombreux ou peu nombreux? Pour moi, sur la maladie dont vous me parlez, c'est un segment sur la santé qui est relativement limité. Peu nombreux. Receveurs expérimentés, les grands groupes qui traitent de cette maladie-là, selon vous, expérimentés, pas expérimentés? Non. Ils ont plusieurs trucs à faire à la fois, donc je passe sur mon produit. L'expérimentation, l'expérience, pardon, dont je parle, c'est dans le domaine d'activité. Rappelez-moi votre process, c'est pour diagnostiquer la maladie de l'hépatite. Les entreprises qui sont sur le segment du médicament de l'hépatite sont solides. Hein. La plupart du temps, ils sont américains. Bon. Donc, oui. Votre propriété intellectuelle, elle est robuste ou pas? Bon. Ah oui, vous avez pas voté? Non. On va mettre non. Ok. La vitesse du cash pour faire de l'argent. Est-ce que ça va arriver vite ou pas? Moi, je ne sais pas là-dessus. Est-ce que vous pensez ou pas? Après un certain temps. Après un certain temps. On va dire que la vitesse du cash, elle est plus ou moins faible. Vous prenez toujours des notes. Hein. Le secteur, est-ce qu'il est bankable ou pas? Pourquoi les hépatites? Vous pensez que c'est pas traité à l'heure actuelle? Les hépatites? Non, parce que, pardon, votre diagnostic. C'est quoi? L'hépatite virale. L'hépatite virale, on attrape l'hépatite, on est soigné par les médecins. Il y a des diagnostics qui existent ou pas déjà? Oui, il y a des. Donc, certains bankable, le secteur bankable, moi je dirais oui et non. Un secteur qui est bankable, c'est des baskets avec des réacteurs. Personne n'en a. Tout le monde voudrait des baskets avec des réacteurs pour aller de Constantine à Alger plus vite. Vous, le diagnostic de l'hépatite virale, on y travaille, ça fait de l'argent, mais on ne sait pas en termes de rapidité si ça va générer de l'argent. Moi je dirais non, mais je ne veux pas vous influencer. Hein. Le but c'est pas non plus de répondre aux 10 questions. Le but c'est de se poser des questions. Nocivité technologique. Est-ce que demain, si votre diagnostic marche, est-ce que vous pensez que ça va remettre en question la vision que l'on peut avoir sur cette hépatite virale, sur le diagnostic dans sa globalité? Vous pensez? Bon, vous êtes chercheuse, c'est bien. Moi, j'aurais tendance à vous dire, je pense qu'il y a déjà des diagnostics qui existent. Oui, mais notre
Je vous prends un exemple différent. Le cancer. À l'heure actuelle, on sait traiter le cancer, mais on ne sait pas donner une pilule pour faire en sorte qu'on n'ait pas le cancer. Le vaccin contre le cancer n'existe pas. Bon. Demain, vous m'auriez dit, moi, j'ai trouvé le vaccin contre le cancer. À la question d'utilité technologique, je vous répondrai, effectivement, vous allez impacter tout le segment de l'oncologie, de la cancérologie. C'est vous qui allez révolutionner. Sur le secteur du diagnostic que vous faites sur l'hépatite, En termes de précocité. alors, là, si vous me prenez comme ça, sur la dimension scientifique, je m'incline, vous avez raison. Mais, dans l'absolu, oui ou non, c'est vous qui mettez le vous. Oui. Pour vous, c'est oui. Bon. Visibilité du service de valorisation. Vous n'en avez pas. On va remplacer le service de valorisation par l'université. Est-ce que vous voulez, par ce biais-là, avoir une forte visibilité ou une faible visibilité? Forte visibilité. Vous avez noté? Allez. Moi, à la louche, sans avoir pris les notes, j'ai plus de choses qui sont entourées à droite qu'en start-up. Moi, à votre place, je me tournerai vers des industriels plutôt que de vouloir créer une start-up sur cette technologie dont on me parle. Voilà. Avec cette formule-là, ça confirme en fait, vous certifiez le truc. Qui a une technologie là qu'on fasse l'exercice encore? Allez-y. Bon, il faut bien donner des exemples, la définition de la technologie, sinon on va nous noyer. Donc, en fait, c'est une formulation d'un nouveau produit destiné pour des enfants, pour le goûter. Vous avez des détails pour la formule? Oui, dites-moi. On volera rien. Bien sûr. On volera rien. Moi, je ne suis pas scientifique, Anastasia non plus. Non, mais je vais pas donner les détails. Mais les films. Il faudra couper, monsieur. Le montage, il faudra couper cette partie-là. Il faudra couper. Il faut couper. En fait, je pose déjà le problème pour donner la solution. Ce produit, Il fait quoi votre produit? le produit, c'est. Moi, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce qu'il y a à donner à mes enfants, ce produit? Voilà, il est sur le plan nutritionnel, il y a des éléments, et sur le plan également, il n'y a pas de conservateur, il est bio. Et c'est quelque chose dont on a l'habitude de manger à la maison, donc, mais pas, et on ne le retrouve pas à l'échelle industrielle. Il a piqué ma curiosité. Qu'est-ce que c'est ce produit? Donc, du coup, pour le goûter pour nos enfants. C'est quoi? C'est un jus de fruits? Non, C'est un ça va être mélange? céréales, mais ces céréales et des graines un peu spécifiques, et chaque céréale va apporter des bienfaits à l'enfant. Il y a du miel avec et il y a du beurre. Donc, c'est un petit mélange qu'on donne aux enfants déjà à bas âge. On est bien d'accord, c'est pas une recette de cuisine. C'est pas une recette de cuisine. Parce que c'est pas protégeable. Mais ça existe. Comment On est la sur une préparation, c'est sûr que c'est une recette de cuisine qu'on Oui. peut préparer. Mais oui, tout est recette de cuisine. Je prends du citron, je mélange avec mon poisson, c'est une Dans recette la de cuisine. molécule, La molécule du citron, l'acidité Voilà. du citron pousse au poisson, c'est une molécule qui font que. Voilà. Bon, ok, donc vous avez un produit scientifique de nutrition à destination des enfants. Voilà, bio et tout, c'est pour les gluten. Allez, ça marche. On se fait le même exercice. Donc c'est vous qui portez le projet. Non, Ah, c'est les étudiants. vos étudiants. Ils sont étudiants, donc je dirais qu'ils ne sont pas expérimentés encore à ce stade sur faire de l'argent avec une innovation. C'est sûr. Donc, c'est Par bon. contre, ils ont des modules de formation sur l'entrepreneuriat. Ils ont déjà initié. Non, mais pas d'expérience. Mais pas Ils sont pas d'expérience. expérimentés. Moi, modestement, je vais vous dire, je suis un peu expérimenté pour faire du business. Mais à peine. Un étudiant, je ne sais pas. Donc, on va dire qu'on tourne. Ok, un point à droite. Notre technologie est-elle mature, est-elle transformable facilement pour produits finis? Pour ce que vous me dites, oui. Les receveurs identifiables. Il y en a beaucoup, là pas beaucoup. Sur le marché, il n'y a pas un produit identique. Attention, receveur identifiable. Vous voulez vendre votre produit. Ah oui, tous les enfants. Fétilé, Nestlé, Danone. Non, il parle d'entreprises qui peuvent acheter. Des entreprises qui peuvent acheter ce produit. produit. Moi, je pense à Danone. Je pense à Nestlé. Je pense même à Coca-Cola. Entreprise. Donc, oui, on est d'accord. Ils sont facilement identifiables. Un produit comme ça, à destination de la nutrition pour les enfants, identifiable. Nombre de receveurs, nombre ou peu nombreux. Bon, ils sont nombreux. Un point à gauche. Receveurs expérimentés. Si on prend l'exemple de Danone ou de Nestlé, je pense qu'ils savent comment vendre des produits de nutrition à destination encore plus des enfants. Donc, oui. Propriété robuste ou pas? Vous n'avez pas déposé de brevet encore. Bon, on regarde. Vitesse du cash. Danone, Nestlé. Donc, effectivement, des yaourts, je pense. Donc, oui. Secteur bankable, oui ou non?
Moi, je suis commercial chez vous. Moi, ce que vous me proposez. Vous avez vu le premier appel, je dis, madame, c'est pas des molécules que vous avez, c'est une recette de cuisine que vous me proposez. Bon, la recette de cuisine, je vous l'achète, mais on ne va pas non plus la payer aussi cher que la molécule qui va révolutionner la nutrition pour faire en sorte que tous les hommes aient des bras, des grosses cuisses pour les sportifs. Donc, moi, je dirais plutôt, le secteur, oui, c'est un secteur de marché large, mais en termes de bankable pour vous, c'est la question que leur poser. Est-ce que ce secteur de vente est bankable pour vous? Ce secteur, plus le groupe est important, plus il va dire, attendez, on va donner 1%. Et encore 1%, c'est quoi? Nocivité technologique. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants, moi je sais pas, mais des goûters, il y en a de toutes les sortes. En boisson, en biscuits, en machin, j'ai que l'embarras du choix. Donc pour moi, votre produit, il ne va pas impacter toute la sphère du goûter. On est combien? Vous voulez, dernière question, par votre entreprise, votre volonté, pas votre entreprise, votre volonté de mettre ce produit sur le marché. Vous voulez valoriser les étudiants et donc votre laboratoire. Donc, forte. On a la solution de quelle voie de valorisation. On avait juste un point côté start-up, pour le reste, moi je vous encourage à vous tourner dans les industries pour faire une license. C'est 7 à 3. 7 à 3. C'est un score de match de football France contre l'Irlande en finale de la Coupe du Monde. Par contre, je peux vous dire que les étudiants déjà. Vous rigolez quand vous rigolez la France. La Coupe du Monde, vous pensez à moi. Lui, la France, c'est mort. Déjà qu'on passe à l'Argentine. Voilà. Mais bon, c'est pas la plus simple. Mais en fait, non, il faut mieux pas. Donc l'étudiante, elle s'est lancée dans une start-up. Elle a déposé un Donc dossier elle aurait dû. pour avoir un de mon prêt de expérience. lancage et pour lancer sa propre. Moi, de mon expérience, au regard de cette formule, et qui n'est que la mienne, ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas Steve Jobs, je ne suis pas Barack Obama. Moi, difficile de se positionner. si j'étais votre conseil, si j'étais un cabinet de conseil, moi je vous proposerais toute la SNC pour vraiment faire de l'argent. Non, le problème c'est que, encore une fois, on n'a pas cette expérience d'aller approcher un industriel et lui vendre le produit. Pour l'instant, Vous êtes dans on a ouvert les yeux. On a ouvert les yeux subitement sur. Est-ce qu'Anastasia vous ouvert les yeux sur la complexité de prise de participation C'est des ça startups? le problème de la start-up là. Comment elle va fabriquer à l'échelle industrielle le goûter pour les enfants? Mais il y a le prêt de lancage, l'agence dans Oui. la saurait Non, j'ai bien compris au départ. elle va avoir. D'accord, mais un vous prêt. imaginez le nombre de machines qu'il faut pour qu'elle puisse adresser. Voilà. Comment Mais fabriquer? comment elle va faire pour fabriquer? Avec ce prix, il faut qu'elle paye la fabrication. Donc les machines, la matière première, Les salariés qui vont tourner tout les ça. salariés, le plan de communication pour que les gens connaissent qu'il y a un nouveau goûter sur le marché, etc. Comment elle fait pour concurrencer des gens, des entreprises comme Danone ou Nestlé qui existent depuis des années, que tout le monde connaît, et dont les enfants ont l'habitude de manger. Donc là, en plus, il faut changer l'habitude des enfants. Et on sait que les enfants, quand ils disent qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est pour ça que c'est compliqué en fait. Donc vous voyez que mon tableau, même si je vous le présente de façon un peu rigolote et décomplexée, il est très sérieux mon tableau. J'ai pris du temps à le faire. Et ça marche. Alors, je le garde secret, vous voyez, Anastasia, vous ne le connaissez pas encore. Je ne l'ai pas présenté à mon équipe parce que je veux montrer que je suis en fait un sachant absolu auprès de mes équipes. Et donc quand mes équipes viennent me voir en me disant oui, là avec le chercheur, on ne sait pas trop, start-up, la SNC, j'ai pas de problème. Je vais te donner la réponse. Là, en montrant cette grille d'évaluation à nos étudiants, ça va les briser. Ils sont motivés à avoir leur propre. Non, mais le problème avec en Algérie, c'est qu'on a donné ce rêve-là à tous les jeunes de pouvoir devenir de grands patrons. On leur donne généralement 10 millions de centimes, donc c'est l'équivalent. Alors moi, regardez, je vais vous proposer une autre approche. Pour ces étudiants-là, vous allez leur raconter l'histoire suivante. Vous leur dites, est-ce que vous préférez être un chef d'entreprise qui travaille du matin à 6 heures jusqu'au soir minuit, qui ne voit plus ses enfants, qui ne voit plus sa famille, pour avoir éventuellement en fin d'année la possibilité de se verser un salaire? Oui, éventuellement. Éventuellement.
ou est-ce que vous préférez être un chercheur qui a protégé sa technologie, qui a attiré des industriels, qui leur a vendu la technologie, Il va chercher autre chose. est en bord de plage, sur son yacht, en train de dire moi j'ai vendu ma technologie 3 millions à Messi. Et maintenant je profite. Moi avec 3 millions je vais faire beaucoup de choses. Pardon, dans le contexte algérien, ce que Youssef a dit hier, pour l'enquête avant-hier, c'est qu'on n'a pas vraiment un tissu économique colossal en Algérie. Et donc on essaye de vraiment encourager tout ce qui est esprit entrepreneurial. Ça n'empêche pas les L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas Il y aura que des groupes, vous pouvez le savoir. Mais au statut de effectivement, étudiant, montrer sa start-up. En fonction de l'environnement, effectivement, la Il y a start-up, même si c'est pas la voie idéale, ça peut être une voie, parce que à part ça, il y a que ça. D'accord. C'est pas ça, c'est juste les sensibiliser au fait qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'argent pour faire une boîte. L'argent, ça fait pas de ça. Ils ont besoin d'avoir bien travaillé leur projet, d'avoir trouvé les futurs clients. C'est pas que l'argent, comme elle disait, on leur donne l'argent, après on les accompagne. Il faut qu'ils soient accompagnés parce que avec de l'argent, on peut faire surtout n'importe quoi. Vous voyez? Donc elle a votre étudiante, elle a cette possibilité-là, qu'elle la fasse, mais qu'elle sache se faire accompagner. Et surtout qu'elle n'hésite pas à poser des questions aux professionnels quand elle n'a pas les réponses. Le problème L'argent ne aujourd'hui, suffit pas. il y a pas mal de gens qui ont créé de très bons produits. Malheureusement, c'est des gens qui sont spécialisés dans un domaine bien précis. Donc il y a des gens qui ont, je dirais, mis en place de nouveaux fromages. Ils ont acheté du matériel grâce au crédit en sèche. Puis ils ont, je dirais, produit une certaine quantité. Ils attendent que les gens viennent les chercher. Ils n'ont eu aucune stratégie sur le marché du goût. Rien. Dans le business plan, on leur demande aussi de réfléchir à la stratégie marketing et au plan de communication. Donc au bout de 2 ans, 3 ans, ils voient qu'il n'a pas réussi. Ils vont les machines. Je sais que Danone et Nestlé sont devenus Danone et Nestlé parce qu'à un moment donné, ils ont fait des campagnes de communication. C'est pas que grâce à leurs produits, c'est parce qu'ils se sont fait connaître. Parce que le consommateur, il va pas aller à la porte de tous les anciens. Si je peux me permettre, regardez, il reste encore 5 minutes. On va faire un peu de la politique de minutes. Oui, effectivement, actuellement dans l'entreprise, la volonté c'est de créer des entreprises, c'est de faire venir des devises. Des PME. Oui, c'est un axe éminemment nécessaire. Mais dans tous les pays, j'allais dire. Nous, en France aussi, on a la volonté de pousser les jeunes à faire des entreprises. Anna a une entreprise, moi j'ai aussi une entreprise en parallèle d'une activité professionnelle, c'est bien. Mais après, le principe de réalité, moi je dirais que quand on est étudiant, on se lance dans l'entreprise, ça va nous ramener à un schéma de dire plus vous faites d'échecs avec vos entreprises, plus vous êtes solide. Donc c'est bien. Mais est-ce qu'un étudiant n'a pas plutôt intérêt à s'appuyer sur des éléments déjà solides pour après se lancer quand il a un peu plus mature professionnellement? Moi j'aurais tendance à dire ceux qui doivent créer des entreprises à l'heure actuelle, ce sont déjà des personnes qui ont une certaine expérience du monde de l'entreprise. Est-ce qu'un étudiant, quand il sort de ses études, même s'il fantasme à l'idée de créer son entreprise, est-ce qu'il a conscience de ce que c'est que de, animer un salarié? 2, est-ce qu'il a conscience, même s'il a fait une très bonne école de commerce en Algérie, de la complexité des rapports qu'il va avoir avec son expert comptable? 3, est-ce que l'étudiant qui n'est pas encore marié, par les mariages, va vouloir se marier, va investir de l'argent personnel dans son mariage, demain sa start-up elle plante, il plante la fête de son mariage. J'exagère un peu. Non mais voilà. Et après on est dans la réalité. Et moi je suis étudiant, j'habite ma voiture tombe en panne. J'habite à un endroit de Constantine, mon entreprise start-up que j'ai créée dans l'autre de Constantine. J'ai plus d'argent parce que j'ai plus d'investir dans ma start-up. Je vois mes parents pour leur demander de l'argent. C'est compliqué. On aurait dû inviter des gens de l'enseigne pour faire cette analyse parce que là on peut pas mettre. Vous savez combien de temps on donne à ces jeunes? Au moins dans la région de Constantine, c'est comme projets qui sont financés chaque année. Mais le problème, c'est que là, on est en train de filmer. Il y a... On ne peut pas tout se dire. Voilà. Mais de toute façon, attendez, rassurez-moi, et je parle avec la caméra en témoin. On
on est bien d'accord que ce chiffre n'a pas l'objectif d'être redistribué. C'est pour faire des découpages, pour faire des détachations. J'ai mon débat, on a fait des trucs ensemble, mais j'ai des rats. Et que tu es en train de gérer sur la base de là, en ingénieur. Rappelez-vous, pendant 2 ans, ils disaient pas avant directeur d'unité, en construction. Là, tu avais pendant 2 ou 3 ans directeur de CETV. On a créé 50% d'entreprises. Et à un moment, on dit ça tout le temps, on est complètement dans les silences. Regardez, directement à l'université, l'entreprise, c'est en train de nous aider. L'université, on travaille avec lui. Il a acquis une expérience. C'est du temps, 2 ans par rapport dans la gestion. Il a appris comment gérer. Il n'y a pas de juste raison. Il n'y a que des évidences. Chaque stratégie, ce n'est pas seulement donner de l'argent, si on va venir, c'est facile, on se trouve des entreprises. J'ai mon beau-frère, qui a un frère qui a été conseiller. Actuellement, en fait, je travaille pour travailler dans ça, parce que les États membres avaient de l'argent à travailler. Mais bon, là, vous voyez, on est là. Si demain vous êtes désireux qu'on vous apporte du conseil, si vous voulez qu'on vous apporte du conseil en qualité de chercheur, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. On est monté aussi en cabinet de conseil, on peut vous apporter des réponses à vos questions. Mais là, dans le cadre du programme satellite, programme financé par l'Europe, on vous témoigne d'un modèle. Moi, je déborde un peu là pour vous faire part de mon analyse. Vous voyez qu'on est, Anna comme moi, on est conseil en fait, sur des approches de valorisation d'innovation. Demain, si vous voulez recourir à nos services, vous n'hésitez pas. Il y a une différence qu'on a géré pour laisse ce système installé dans cette chaîne. C'est vrai dans notre pays. Mais généralement, ce qu'on demande de quelqu'un, j'ai un tas de projets, il y a un comité, soit exemple, genre comité d'investissement, je fais ça. Une commission, le projet passe, il est évalué, puis il doit le poursuivre ou non. Ça le décide directement. Si on donne lui, on lui apporte, il va s'approcher de moi, encore d'investissement, et il se lance sans plan d'investissement, sans plan de communication, sans rien du tout. Il a l'argent, voilà. Donc, il a un diplôme, mais il n'a pas d'expérience. Parce qu'on a fait des la niveaux dans le diplôme, mais il n'a pas Ça d'expérience. peut même être dangereux. Et on laisse croire aux Dans ce jeunes cas, quel est l'échec et ça peut les mettre dans une situation personnelle très difficile. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux chercheurs quand ils veulent créer leur boîte. Attention, créer sa société, c'est diviser d'autant plus le temps avec sa famille, d'autant plus les risques avec sa famille. C'est-à-dire que demain, vous êtes engagé personnellement. S'il y a un problème, c'est pas que ben oui, mais financièrement, ça peut détruire une famille. Ça peut avoir des conséquences très difficiles. Alors après, nous, justement, on a évoqué hier on peut être marié sous contrat pour protéger, etc. Mais malgré tout, même si on protège la maison qu'on a achetée ensemble parce qu'elle ne va pas partir pour rembourser des dettes, dans tous les cas, le mariage, il peut être brisé. Parce que quand il y a des soucis d'argent dans un couple, eh bien, ça peut causer des problèmes. Mais là, on déborde de l'information. Non, mais elle a raison. Parce qu'il faut c'est créer une entreprise, il faut qu'on informe les Il faut mesurer la création de start-up, c'est présenté comme c'est facile, on va créer des start-up. Moi, si vous voulez, je pourrais vous montrer, il y a un humoriste, nous en France, dont j'ai oublié le nom, qui est très marrant, c'est Haroun, je ne sais pas si vous le connaissez. Haroun, il a fait un spectacle dernièrement, très sympa, d'1 heure et demie, où il parle justement de l'innovation et des technologies. Il se moque pendant 1 heure et demie des créateurs de start-up. Les créateurs de start-up, c'est ni plus moins que des jeunes en short et en t-shirt qui boivent des smoothies, qui sont des chômeurs en puissance, mais qui font croire à tout le monde, qui font des levées de fonds à des millions et des millions, ceux qui sont zéro, millions chez leurs parents à 30 ans. Et c'est cette réalité-là, si vous voulez, qui marche. Et on peut manger. Allez, on finit juste dans 5 minutes. Et on... Donc, présentation des succès. Un réencodage de virus. Alors, la photo ne va pas avec la technologie. Parce que je n'ai pas trouvé de photo de chien. Parce qu'en fait, c'est un développement de candidat à vaccin à usage vétérinaire. Donc, j'ai juste trouvé une photo avec un vaccin, c'était marrant. Mais je n'ai pas réussi à trouver une photo sur internet d'un moment où un vétérinaire fait un vaccin à un chien. J'ai pas eu le temps. Mais en plus, c'est plus mignon les bébés. Donc, c'est plus mignon. Voilà. Donc, on a développé la technologie pendant 18 mois. Ça nous a coûté 100 kg. On a licencié une entreprise existante. OK? Autre type de technologie. C'est un constructeur générique. Technologie de détection de COV. Je parle
pas d'émotion. Il y a de différents gaz. En somme, c'est quelque chose qui permet de porter des signaux à travers des processeurs sur de la silicone. Pour envoyer, c'est comme si vous mettez un processeur, au lieu d'avoir les éléments en fait en cuivre, vous avez des éléments en silicone et c'est des circuits conducteurs. Et on met ça sous microprocesseur. Maturation plus de 304, 31 mois, Institut matériel microélectronique. On a licencié une entreprise existante. On a fait multi-licencié. Ça, je ne peux pas vous dire ça. On a licencié à plusieurs entreprises parce qu'on a spécifié par le type de gaz. Donc chacun avec. C'est ça. Ensuite, Anna, je te laisse parler de cette start-up de succès. Oui, donc là, start-up sur une application géographique qui est destinée aux marchands de foncier. La petite maturation de 62 000 €, donc c'est pas très élevé, sur 10 mois. Donc là, valorisation de start-up, logiciel avec un petit montant investi, c'était la voie royale. Et là, à l'époque, elle n'est pas à jour, là, ça aide. On est à un effectif de 30 personnes. La start-up, elle a déjà embauché 30 personnes. Et là, vous voyez, c'est ce que votre gouvernement voudrait. Créer des start-up avec des gros potentiels. C'est pas un étudiant qui va créer sa start-up seul dans son coin. C'est une équipe composant la direction de la start-up et ça génère, ça crée des emplois. On est sur des technologies solides. Un petit dernier succès. La dernière technologie, c'est le pont d'Avignon. Donc ça permet de modéliser en 3D des anciens bâtiments historiques. Donc le pont d'Avignon a été détruit. Donc là, ça nous permet de reconstituer au travers de l'architecture quelle était la nature du pont. On pouvait largement le faire à Constantine. Là, pour le coup, ça a été transféré d'une entreprise existante, mais le retour sur investissement, en termes financiers, ne va pas être énorme. Par contre, c'est un enjeu sociétal. D'accord? Ça peut avoir une grosse autorité, ça permet à des Japonais au Japon de visiter le pont d'Avignon et de s'imaginer ce que c'était à l'époque, de le revoir, d'avoir sa reconstitution en 3D. Donc ça peut être un moyen aussi de faire venir les gens pour du tourisme. Voilà. Donc, le retour sur investissement n'est pas énorme, par contre l'impact sociétal et l'impact en termes de notoriété, il est important. C'est bien de le proposer, à Constantine. Oui. Par exemple. Pour le tourisme, c'est bien. Voyons, on évoquait les différents types de technologies. Il ne faut pas fantasmer la technologie magique qui va révolutionner. On parlait du vaccin contre le cancer. Oui, c'est l'innovation. Oui, ce serait fantastique. Mais l'innovation, c'est pas comme ça. L'innovation, c'est des petites technologies. Oui, voilà. En fait, pour délister, il faut faire un équilibre de portefeuille au niveau des technologies. Il faut qu'il y en ait dans lesquelles on doit investir beaucoup et qui potentiellement nous rapporteront beaucoup, mais d'autres qui sont un peu plus sécures et plus modestes. Et c'est ça qui permet de prendre moins de risques parce qu'on équilibre le. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, on va en rester là pour cette formation. Je vous propose que les questions que vous pourriez avoir encore, on en débatte lors du déjeuner maintenant ensemble. Moi, je voulais, dans un premier temps, déjà beaucoup remercier l'Université de Constantine pour son accueil au top. J'espère que vous avez apprécié modestement ce qu'on a pu nous proposer, en tout cas en termes de plan de formation. On avait cette volonté de témoigner du modèle que nous mettons en œuvre. Je sais qu'on va vous faire passer un petit questionnaire en disant si vous avez aimé ou pas. Bravo. Et écoutez, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées. Si vous avez des questions, on pourrait être amené à se croiser. N'hésitez pas, si l'université aussi a besoin de conseils particuliers, on peut procéder à des conseils. Ce sera en dehors de ce programme satellite naturellement, sur d'autres axes, contractuellement parlant, bien entendu. Vous voyez ces éléments-là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup.